Ok. Bon, bah, c'est parti. Du coup, effectivement, la question du jour, les énergies renouvelables peuvent-elles remplacer les énergies fossiles? Donc voilà, comme j'ai expliqué, post IFREM, que c'est Siméon qui m'a conseillé justement d'écrire un post là-dessus, et ça fait à peu près, allez, c'était il y a 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai demandé un peu l'avis de plein de personnes sur ce sujet, notamment le directeur d'Olfed, un effectif altruisme, et du coup, j'ai récupéré pas mal de données. Donc c'est parti. Ce qu'on va aborder, bon, qu'est-ce que l'énergie, bien sûr. Les ressources fossiles, est-ce que ça peut durer indéfiniment? Bon, vous avez la question. Les énergies renouvelables peuvent-elles compenser? Est-ce que Quelles conséquences ça a au niveau en termes d'investissement? Genre, est-ce que les prix qui augmentent, bon bah ça peut compenser, et quelles vont être les conséquences sur l'économie? Et pourquoi le problème est négligé? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, définition simple de qu'est-ce que c'est que l'énergie, vu que c'est toujours un peu flou. En termes purement physiques, l'énergie, c'est ce qui permet un changement dans un système. Voilà, quand on veut faire changer quelque chose, la forme de quelque chose, générer un mouvement, changer la vitesse, chauffer quelque chose, eh ben, il faut de l'énergie. Voilà. Donc, typiquement, le fait que là, je suis en train de bouger, de parler, et que mon cerveau fasse plein de trucs, ça nécessite de l'énergie pour pouvoir bouger la matière inerte. Donc, voilà, je fonctionne avec, je crois que je fonctionne avec 100 watts ou un truc comme ça. Donc, le truc le plus important en termes d'énergie, c'est la nourriture. La nourriture, c'est purement de l'énergie, c'est-à-dire le soleil qui envoie plein d'énergie sur la Terre, les plantes qui récupèrent ça, les animaux qui mangent ces plantes, et nous qui mangeons les plantes ou les animaux, si bon, dans certains cas. Et du coup, c'est comme ça que on récupère de l'énergie solaire, pour fonctionner. Et toutes les grandes révolutions dans l'histoire de l'espèce humaine sont liées à l'accès à une nouvelle source d'énergie, que ce soit le feu. Donc le feu, qui permet voilà, de faire de la lumière, de la chaleur, de absolument tout. L'agriculture, du coup, qui permet euh, de faire en sorte que la terre, les terres agricoles puissent fournir plus d'énergie à nous, voilà, plus utiliser la traction animale, et les énergies fossiles. On va en reparler plus tard. Donc l'énergie, déjà, c'est, en tout cas de ce que j'ai vu, l'élément le plus important dans ce qui définit un écosystème ou une société. Parce que un élément très important, c'est comment est-ce que la nourriture est produite. Et par exemple, s'il y a 99% de la population qui est en train de chercher de la nourriture, donc c'est une société avec peu d'énergie, du coup elle a une structure très différente de notre société actuelle, où il y a 3% des personnes qui produisent de la nourriture, et tout le reste peut faire plein de choses, donc faire des tâches extrêmement spécialisées, de la recherche, de l'administration, de l'éducation. Voilà, le fait que là, on soit en train de discuter et qu'on ait pu faire des années d'études, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a produit une nourriture avec l'aide des centaines d'esclaves énergétiques qui sont fournis dans les énergies fossiles. Et voilà, il y a un petit principe, bon, il est un peu technique. Le maximum power principal, globalement, dans la nature, c'est un peu le principe même de l'évolution, c'est que les structures qui arrivent le mieux à récupérer de l'énergie sur le long terme arrivent mieux à survivre. Donc, typiquement, récupérer mieux de la nourriture. Alors, maintenant, si on regarde la quantité, qu'est-ce qu'on utilise comme type d'énergie? Globalement, on peut voir que quand même charbon, pétrole et gaz, c'est gros. C'est 85% de l'énergie produite. Le bois, étonnamment, depuis 1800, ça a augmenté en fait, la biomasse, le bois, les choses comme ça. Et si on regarde le solaire et l'éolien, ils sont euh, là. Voilà. Donc, bon, pour remplacer tout ça, pour remplacer du coup les trois là, ça va être assez difficile. Et alors, pourquoi est-ce que ces trois là sont si efficaces? En fait, le pétrole, donc le pétrole, le gaz, le charbon, c'est globalement de la matière organique qui a été déposée au fond des océans, donc du phytoplancton, des algues, des choses comme ça, puis qui sont rentrés sous la croûte terrestre, qui ont été cuits et compressés pendant des millions d'années jusqu'à obtenir un truc ultra dense. Et en fait, le pétrole, du coup, c'est l'énergie solaire, mais liquide et compressée. Voilà, ce qui fait qu'au lieu de récupérer toute l'énergie solaire quand ça arrive, bah, du coup, on a un truc stocké sous le sol, qui est vraiment une gigantesque batterie. Et on a tendance à négliger un peu l'importance du pétrole, mais
en vrai, la plupart des choses là, qui sont autour de moi sont inclus du pétrole dedans, en fait. Déjà, les vêtements en fibres synthétiques, hein, voilà, tout ce qui est polyester, poly quelque chose, les plastiques, évidemment. Si vous voyez une route quelque part, bah, il y a le goudron, il y a les pneus, il y a tout ce qui est ordinateur, téléphone, pesticides, antiseptiques, l'aspirine, des médicaments, des emballages, les encres de à peu près tout. Enfin, c'est vraiment utilisé à peu près de partout, en fait. C'est extrêmement flexible parce que c'est du carbone et on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Donc, si vous regardez autour de vous et vous essayez de regarder un peu quels sont tous les objets qui sont faits à partir de pétrole, je pense qu'il y en a une sacrée dose. Et si vous rajoutez ça à ça, tout ce qui est fait à partir d'acier et de béton, l'acier et le béton, ça demande soit du charbon, soit du gaz pour être fourni, vu que ça demande des très hautes températures. Et du coup, voilà, la plupart des choses qui sont faites autour de vous, en fait, ont été fabriquées vraiment à partir d'énergie fossile. Bon, maintenant, le sujet du pétrolier. Parce que, évidemment, le petit souci du pétrole, c'est que c'est fini, en fait. Voilà. Et le souci, c'est pas qu'on va plus en avoir, c'est qu'il y a des rendements décroissants. Voilà, le pic, c'est-à-dire que ça grimpe, on atteint un sommet, puis ensuite, les ressources qui restent, elles sont pas terribles, donc du coup, ça redescend. Voilà. Et si on regarde en 1870, le pétrole il jaillissait littéralement du sol, il suffisait de creuser 20 mètres, paf, on en avait. Dans les années 50, voilà, il y avait des champs gigantesques en Arabie Saoudite. Ensuite, après le choc pétrolier de 1970, on a commencé à se rabattre sur des trucs moins bien comme le offshore d'Alaska et de mer du Nord où c'est des conditions pas terribles. Et là, depuis les années 2010, on prend du pétrole de schiste, c'est vraiment le fond du tonneau, quoi. Il faut des millions de litres d'eau et un cocktail chimique ultra toxique pour faire ça. Et tous les puits sont épuisés au bout de 3 ans. C'est pas terrible. Du coup, ça fait que voilà, c'est la loi des rendements décroissants. On a pris les meilleures ressources au début et au bout d'un moment, les ressources restantes sont de mauvaise qualité, on en a moins, en fait. Voilà, c'est pour ça que le pic du pétrole conventionnel, donc les trucs qu'on trouve dans les champs de pétrole, ça a été atteint en 2008, à peu près à la période de la crise financière, et il y a un lien très direct, d'ailleurs, que je peux expliquer dans les questions-réponses si on a le temps. Et en fait, si on regarde jusqu'à quand on va avoir du pétrole, si on regarde le top 3 des producteurs de pétrole, en fait, l'Arabie Saoudite a annoncé, c'est tout récent la semaine dernière, qu'elle atteindrait son pic en 2027. Donc c'est plutôt proche. La Russie a annoncé qu'elle dépasserait pas son niveau de 2019. Et aux États-Unis, il y a eu un sondage parmi les producteurs d'énergie en 2020, et les 2 tiers pensaient que les États-Unis augmenteraient pas, en fait, avaient déjà atteint leur pic. Donc il y a pratiquement aucun pays, en fait, vraiment qui a des ressources qui vraiment continuent à augmenter. Et donc, si on regarde ce que ça peut donner, ça peut donner ce graphe, en fait, en termes de production. Donc, ce graphe qui part de réserves relativement optimistes. Et si on regarde la zone jaune, là, qui est à peu près qui est gigantesque, en fait, c'est l'énergie qui est nécessaire pour produire de l'énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'actuellement, on utilise 15% du 15% du pétrole extrait, ça sert à extraire encore plus de pétrole derrière. Et dans le futur, d'ici 2050, en fait, on aura des ressources tellement de mauvaise qualité, genre en Arctique ou en offshore profond à 5000 mètres de profondeur ou des choses comme ça, que du coup, il faudra 50% de l'énergie qu'on récupère qui soit réinvestie dans faire plus de pétrole derrière. Voilà. Et là le prix du litre de carburant, il ne sera pas à 4 euros. Hein. Ce sera un peu plus. Hein. Donc, voilà. Donc, du coup, le fait qu'une ressource finie, ça augmente, puis ensuite ça redescend, c'est quelque chose de relativement inévitable, en fait. Et c'est pareil pour le gaz. Le gaz qui, du coup, d'ici 2035-2040, devrait recevoir à peu près le même problème, même si un peu plus loin dans le temps. Donc là, c'est la zone rouge qui sert à produire de l'énergie. Et si on se base sur... Alors le charbon, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des bonnes données. Si on regarde le contenu énergétique du charbon, on est à peu près au niveau qu'on avait en 2013. Peut-être qu'il y a moyen d'augmenter un peu cette quantité avec des innovations. Là, il y a encore un petit peu de marge, mais ça ne durera pas beaucoup plus longtemps, surtout que le charbon, il faut énormément de pétrole pour le transporter par camion. Voilà. Bon, du coup, je pense que voilà, c'était relativement clair que de toute façon, les ressources fossiles, il fallait en sortir. Du coup, on va passer au renouvelable, au nucléaire. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'on peut? À quelle échelle?
Voilà, on ne va pas vraiment avoir le choix, mais à quelle échelle? Et en fait, les scénarios de transition énergétique, il y a un petit problème dans le fait que généralement, quand on entend genre net zéro d'ici 2050, il nous faut tant de panneaux solaires, tant d'éoliennes, tant de etc. En fait, ces scénarios-là, ils modélisent pas le fait que les renouvelables dépendent de métaux qui sont finis. Voilà, genre ces scénarios ne regardent pas du tout s'il y a suffisamment de lithium ou de cuivre ou de choses comme ça. C'est voilà, les énergies renouvelables dépendent actuellement des énergies fossiles pour leur construction, ce qui fait qu'il y en a certains qui appellent ça les reconstructibles. Voilà, parce que en fait, un panneau solaire ou une éolienne, faut la reconstruire tous les 20 ou 30 ans. Donc, si ça dépend de matériaux finis, bon, on va avoir des problèmes. Et surtout, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent de l'électricité, les renouvelables, enfin, en tout cas solaire, éolien, nucléaire. Bon, si on inclut le nucléaire là-dedans, bon, on en reparlera plus tard. Mais du coup, ça fait qu'ils fournissent pas l'éolienne, elle fournit pas les trucs qui permettent de reconstruire une éolienne derrière. Voilà, parce que pour ça, il faut faire de la chaleur de haute température pour le béton et pour l'acier. Il faut des camions qui soient capables de transporter cette éolienne. Et ça, c'est pas quelque chose que l'éolienne elle-même ou le panneau solaire sont capables de fournir. Eux, ils fournissent juste de l'électricité. Et bon, on va parler plus tard de ce qu'il y a moyen de faire des choses. Voilà. Et tous ces scénarios ne prennent pas non plus les limites géographiques sur les ressources en eau et sur la Terre. Donc, si on regarde certains de ces différents éléments, il y a les métaux. Donc là, il y a une étude qui a été faite pour évaluer justement la quantité de métaux qui serait nécessaire. Et si on devait gérer le stockage de l'énergie avec des batteries, ce qui est le plan principal. Et donc ça, ce serait tous les métaux qui seraient nécessaires d'ici 2050. Et alors là, le truc à gauche en jaune, c'est la quantité qui serait nécessaire. Et la quantité à droite en bleu, c'est les réserves. Voilà, c'est en gros la quantité de cobalt, lithium, nickel, cuivre, dont on sait qu'on peut la récupérer sous le sol dans des conditions économiques. Et en fait, pour le cobalt et le lithium, il faudrait des quantités tellement gigantesques qu'on ne voit même pas la barre bleue, en fait. Voilà, sachant qu'il faut 15 ans pour ouvrir une mine. Donc, voilà, même si les réserves augmentent, ce qui a été le cas jusqu'à présent, ça va quand même prendre énormément de temps avant d'augmenter tout ça. Enfin, une autre limite, bon, ce que j'ai mentionné, le fait qu'une éolienne, en fait, ça contient énormément d'éléments différents. Voilà, ça nécessite de l'acier, du cuivre, du fer, de l'aluminium, et toutes les choses en bleu foncé, c'est des produits pétroliers, donc que ce soit des lubrifiants, que ce soit des résines, des fibres, du polyester, des plastiques. En fait, la construction de renouvelables est extrêmement dépendante des énergies fossiles actuellement et personne ne sait comment faire sans. Surtout que les industriels n'ont pas intérêt à gérer le truc en avance parce que ils ont des marges très très faibles et du coup ça fait que ils vont pas changer une usine qui coûte des milliards en anticipation. Ils vont réagir. Donc voilà, difficile à remplacer, comme j'ai dit, pour transporter par camion, pour les hautes températures nécessaires pour le béton et l'acier, pour les plastiques. Les deux éléments principaux qui peuvent être utiles là-dedans, c'est l'hydrogène pour camions et industrie. Le problème, c'est que pour l'industrie, l'hydrogène, alors déjà c'est explosif, ce qui fait que voilà, il y a des petits problèmes. Pour les camions, il y a aussi, ça signifie une grande perte d'énergie. Genre passer à l'hydrogène, ça implique de perdre 2 tiers de notre énergie, parce que l'hydrogène, c'est pas une source d'énergie, c'est quelque chose qu'on produit à partir d'une autre source d'énergie. C'est un peu ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Et actuellement, à 95%, c'est fait à partir de gaz naturel, l'hydrogène. Donc, quand on entend hydrogène vert, tout ça, il y en a 1% de l'hydrogène qui est fait à partir d'hydrogène vert. Donc, bon, je pourrais détailler, mais je ne compterai pas trop dessus. Et la biomasse, donc tout ce qui est bois, tout ce qui est résidus agricoles, ça, c'est la meilleure option parce que c'est capable de remplacer à peu près tout. Le problème, c'est que c'est limité par la surface, en fait. Dès qu'on veut trop l'étendre à quelque chose d'assez significatif, direct, ça tombe dans la déforestation et bon, c'est pas très durable. Alors pour le nucléaire, parce qu'on est en France, faut quand même parler du nucléaire. Alors ça a plein d'avantages dans le fait que c'est plus
comment dire, c'est très dense, c'est relativement stable, c'est pilotable, il n'y a pas besoin de stockage, il y a plein de choses comme ça. Il y a plus, les soucis par contre, c'est déjà, c'est pas quelque chose qui est d'attractif pour le privé parce que ça coûte très très cher en upfront investment, le coût initial. Donc EDF, par exemple, actuellement, ils ont 70 milliards de dettes, mais ils doivent investir encore plus pour étendre le réseau, payer pour décommissionner les centrales, traiter les déchets, maintenir les centrales. Donc c'est extrêmement coûteux, ce qui fait que si actuellement les États qui ont une capacité d'investissement plus faible que dans le passé, bah, c'est plus difficile. Il y a le fait que si on veut du nucléaire partout, ça fait de la prolifération nucléaire et donc plus de pays qui sont capables d'obtenir la bombe nucléaire et les États-Unis sont pas trop d'accord. Bon, il y a le fait que c'est un peu plus envers le public, bien sûr. Et là encore, l'énergie nucléaire, c'est pas ça qui va produire quelque chose de suffisant pour reconstruire une centrale derrière. Parce qu'il faut du béton, des choses comme ça. Et surtout, le problème, c'est que les délais sont très longs. Les 6 EPR que Macron il a promis, là, ils devraient ouvrir d'ici 2039-2045. Donc, c'est pas tout de suite. Et c'est même pas certain que les centrales actuelles, même si on les prolonge, durent jusqu'à là. Parce qu'on n'a jamais fait fonctionner une centrale de plus de 60 ans. En plus, pareil, il faut autant de voitures des mines d'uranium. Et la fusion, si elle existe un jour, c'est même problème. Ça prendra énormément de temps à déployer, énormément de coûts, etc., etc. Donc, si on voulait produire la moitié de l'énergie mondiale avec du nucléaire, il faudrait construire un réacteur de 1 gigawatt tous les 4 jours. Bon, on serait pas, on va probablement pas faire ça. On a fait un réacteur par an sur les 30 dernières années. Du coup, voilà, le problème, c'est principalement l'échelle. Voilà, donc il y a une étude qui a justement évalué le nombre de power plants, de centrales énergétiques qu'il faudrait. Et en fait, là, ce qu'on voit en bleu, c'est les renouvelables et le nucléaire, principalement de l'hydroélectrique d'ailleurs, lui aussi limité par la géographie. Là, ce qu'on voit, c'est la production électrique de pétrole via pétrole, gaz, charbon. Et ça, le truc à droite, là, c'est tout ce qu'il faudrait construire. Donc, ce qui correspond à 220 000 centrales énergétiques, que ce soit des fermes solaires, de l'éolien, des trucs comme ça. Bon, ça va pas être facile. Surtout que ça prend du temps en fait. Ça prend des années pour mettre ça en place. Donc, bon, il y a des limites. Alors, du coup, là, on peut se dire que bon, après, les prix ils vont grimper et on va investir plus. Alors, déjà, le problème, c'est que ça coûte très cher, jusqu'à 173 trillions de dollars, ce qui est 2 fois la taille du PIB mondial. Donc, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a déjà actuellement un manque d'investissement dans la maintenance de l'infrastructure énergétique, voilà, de à peu près 18 trillions. Donc, là encore, ça va être compliqué. Et surtout, un fort investissement, ça demande une confiance dans l'avenir. Et si vous suivez l'actualité, la confiance en l'avenir, c'est pas le truc qui est en train de grimper. Et le plus gros problème, c'est surtout que les prix peuvent pas monter à l'infini. À partir d'un moment, en fait, l'énergie est tellement chère que les gens peuvent plus se permettre de l'acheter, ce qui fait que les entreprises énergétiques sont limitées en termes d'investissement. Et en termes de pétrole, c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire en 2002, c'était à peu près à 40 dollars. Ensuite, ça a grimpé énormément à cause de limites en termes de ressources d'ailleurs, jusqu'en 2008. Voilà, mais en 2008, c'était beaucoup trop cher pour la plupart des personnes. Ça a causé plein de problèmes pour les particuliers qui pouvaient plus se permettre. Donc, crise énergétique et financière. Le prix qui se casse la figure parce que du coup, en pleine crise financière, forcément, les gens achètent beaucoup moins de produits qui sont transportés et faits avec du pétrole. Donc, du coup, ils ont beaucoup moins ils avaient moins de revenus. Et en fait, quand le prix est trop bas, ça fait que leur capacité d'investissement est trop bas pour les producteurs, ce qui fait qu'ensuite les prix réaugmentent derrière. Ce qui fait que ça fait un cycle de ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça oscille. Bon, c'est la version simplifiée. Mais du coup, le prix ne peut pas augmenter trop et le prix ne peut pas descendre trop parce que sinon, il y a un conflit. Alors, et maintenant, on va parler d'un sujet relativement important, c'est la relation entre l'énergie et le PIB. Donc ça, ce graphique, c'est la croissance du PIB, donc qui est en vert, la courbe là qui fait comme ça, qui est à peu près entre 2 et 4%. Et en rouge, c'est la croissance énergétique qui est à peu près à 1-3%. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une certaine similarité entre les deux courbes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un lien très direct entre les deux. Voilà, et que si jamais il y a l'énergie qui se casse la figure, il y a le PIB qui il n'est pas très content non plus.
Voilà. Et en fait, il y a certaines études, donc j'ai un peu creusé la littérature, il y a certaines études qui parlent d'un lien de causalité directe et unidirectionnel entre de l'énergie vers le PIB. C'est-à-dire qu'en fait, la relation énergie-PIB, elle est plus forte que la relation entre l'économie et le capital ou entre l'économie et le travail. Donc, personnellement, j'en obtiens la conclusion suivante, qui est que, en fait, l'argent, c'est un claim, réclamation faite sur des produits générés à partir d'énergie et de matériaux. Voilà, c'est-à-dire que l'économie produit des choses à partir d'énergie et de matériaux, et en fait, l'argent, c'est une manière de se répartir ces différents produits. Et du coup, ça fait qu'il y a moins d'énergie dans le futur, il y a moins de biens et services, et du coup, fin de la croissance économique, a priori. Ça. On peut se poser la question aussi de l'efficacité énergétique, parce que bon, on peut faire les choses de manière plus efficace, et ça a été fait d'ailleurs. Voilà, là, c'est la relation combien d'énergie il faut par point de PIB, et on voit que ça diminue dans le temps, parce qu'il y a des gains en termes d'efficacité. Voilà, notamment le fait qu'on est passé, par exemple, des centrales au fioul aux centrales au charbon qui sont plus efficientes. Voilà, pas exactement le type d'efficacité qu'on veut, mais il est là. Et en fait, le problème, c'est que ça a ralenti dans les dernières années. Ça. Voilà, c'est-à-dire l'économie est de moins en moins efficace avec un point de PIB, alors qu'on est censé avoir dématérialisé avec Internet et tout. Bon, du coup, là, on peut se dire, voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ce graphique. C'est en fait, ça, c'est la relation entre le prix du pétrole et la consommation de pétrole. Et en fait, voilà, on peut observer ici que la relation, c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que se baser sur la quantité, en fait, la croissance de l'énergie, ça permet bien de prédire le PIB. Par contre, se baser sur les prix, les prix, en fait, ils font des choses bizarres. En fait, on ne peut pas vraiment se baser là-dessus pour déterminer ce qui va se passer dans le futur. Donc voilà, il n'y aura pas une adaptation progressive des prix qui font que on passe par quelque chose de mieux. Du coup, là, maintenant, on va aborder les conséquences parce que là, voilà, je pense que c'est assez probable qu'on va avoir de moins en moins d'énergie dans le futur après après le pic du pétrole et des énergies fossiles. Et du coup, c'est plutôt problématique dans le sens où on est très dépendant de l'énergie pour la nourriture. Parce que actuellement, aux États-Unis, pour chaque calorie de nourriture produite, il y a 10 calories d'énergie fossile qui sont utilisées. Donc, ce qui est plutôt gigantesque. Et dans ces 10 calories d'énergie fossile, elles viennent des fertilisants au gaz naturel. Elles viennent de l'énergie nécessaire pour extraire le phosphate, le phosphore qui vient du Maroc pour faire des engrais. Elle vient de la réfrigération, du transport de cette nourriture sur des milliers de kilomètres, des pesticides. Et actuellement, le système conventionnel agricole conventionnel, donc voilà, la révolution verte, très bien, mais le révolutionnaire, c'est très, très dépendant de l'énergie. Et l'autre élément, c'est le transport. Voilà, le fait que le transport de pratiquement tous nos biens, en fait, est très dépendant d'énergie. Donc, à peu près la totalité des choses qui sont autour de vous, en fait, ont été transportées dans un camion à un moment ou à un autre. Voilà, que ce soit via la bétonnière, que ce soit via les produits, les chaises, tout ce qui sort d'une usine, en fait. Et le camion, en fait, c'est assez difficile à électrifier, comme ça a été dit. Et du coup, voilà, si les camions s'arrêtent, du coup, on a des problèmes pour la livraison d'essence, pour les médicaments, pour livrer absolument tout ce qu'il y a dans les supermarchés, la nourriture, la chlorine pour l'eau potable. Actuellement, on est dans un système qui est très, très, très dépendant d'un transport à très, très faible coût. Ce qui fait que, évidemment, si jamais le prix du pétrole augmente, le prix de à peu près tous les transports va augmenter, ce qui fait que ça va rendre tout ça plus difficile. Et comme ça a été dit, la fabrication de choses compliquées comme une centrale nucléaire, une éolienne, des médicaments, un ordinateur, tout ça, ça dépend de très longues chaînes d'approvisionnement, voilà, qui récupèrent des métaux et des biens d'à peu près partout, qui traversent la planète. Et ce qui fait que, à part peut-être la Chine, il n'y a personne qui vraiment a la capacité de fabriquer, mettons, un ordinateur actuellement. Tout ça, ça dépend de vraiment énormément de transport. Et du coup, il y a une autre conséquence qui est liée à la dette et à l'investissement, parce que donc on aura plus de difficultés, certes, mais en fait tout le système économique actuellement, il repose sur la promesse qu'on aura plus d'énergie et plus de matériaux dans le futur pour fabriquer des biens.
C'est-à-dire que voilà, quand je fais un investissement sur, mettons, une fonderie pour du béton qui va durer sur 30-40 ans, je pars du principe qu'il y aura suffisamment de charbon pour à peu près au même prix pour l'alimenter sur 30-40 ans. Et c'est ça qui va permettre de fabriquer des biens. Et comme ça, je vais pouvoir gagner plus d'argent derrière. Si jamais je gagne moins d'argent, bon, ça, je vais pas investir. Et en fait, le problème, c'est que chaque année, la dette augmente plus vite que la croissance réelle de l'économie. Voilà, genre la dette double tous les 7-8 ans, il me semble un truc comme ça, alors que le PIB double tous les 20 ans. Ce qui fait qu'il y a une déconnexion entre la dette et l'économie réelle. Ce qui fait que, voilà, et en fait, bon, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais la dette, hein, en gros, c'est ce qui permet de faire de la création monétaire. Voilà, plus il y a de dette en circulation dans l'économie, plus il y a de l'économie est grosse. Et du coup, si jamais la quantité d'argent grossit énormément, comme c'est le cas depuis 2008. Depuis 2008, la quantité d'argent a énormément grossi. Depuis 2020, c'est encore pire. Du coup, ça fait que c'est qu'il y a de plus en plus de dettes, mais l'économie réelle qui ne suit pas nécessairement, et du coup, on obtient une situation de hyperinflation, qui fait que en hyperinflation, il commence à y avoir des soucis. Et du coup, la corollaire, c'est que s'il y a moins d'énergie, toute la dette actuellement qu'on est en train de générer, ça ne pourra pas être remboursé. Voilà, il y aura des risques de défaut de paiement massif parce que tu n'auras tout simplement pas l'énergie et les biens comment dire, pour que les personnes qui ont tout cet argent là qui est sous forme de dette, pour que les personnes puissent acheter des biens avec. Et du coup, ça, c'est problématique au niveau de ce qu'on appelle les risques systémiques, c'est-à-dire que s'il y a de moins en moins de croissance économique, en fait, le système financier fonctionne très mal quand il n'y a pas de croissance économique. Parce que justement, il y a moins de confiance dans le futur, il y a moins d'investissement, ce qui fait que du coup, en termes de conséquences économiques, ça peut faire comme dans 2008. En 2008, il y avait un vrai risque que le système économique s'effondre, en fait, se casse la gueule. Et là, du coup, il y a des chances que ça arrive avec donc disruption des chaînes d'approvisionnement. Voilà, parce que comment dire, tout le système économique global en fait se base sur les marchés, se base sur la stabilité de la monnaie, se base sur les choses comme ça. Et du coup, ça fait que si tout ça, ça pose problème, les chaînes d'approvisionnement risquent de pas nécessairement suivre. Ça peut être suivi également par exemple, d'un large chômage et pour les personnes les plus pauvres dans le monde, des difficultés à subvenir aux besoins de base, ce qui était également le cas en 2008. Ça a été accompagné d'une crise alimentaire parce que les prix du pétrole et des fertilisants avaient grandement augmenté. Et du coup, ça a d'autres conséquences en termes de conséquences sociales, typiquement. Le niveau de confiance dans les politiques et les institutions en fait risque de décliner, parce que évidemment, tant qu'on en fait on est dans une situation de croissance économique, même s'il y a des grosses inégalités, c'est pas trop gênant dans le sens où je sais que moi je peux continuer à avoir des conditions de vie qui s'améliorent. Sauf que si c'est pas le cas, s'il y a de moins en moins d'argent et de moins en moins de biens et services, mais que du coup c'est les riches continuent à quand même gagner de plus en plus d'argent et que moi j'en ai de moins en moins, là au niveau social ça passe plus du tout. Voilà, c'est en termes de coopération, les inégalités, on aime vraiment pas du tout. Donc une solution pour éviter ça, ce serait un rationnement. Et il y a de fortes chances que dans pas mal de pays, il y a un rationnement qui se mette en place. Mais actuellement, si c'est pas fait, en fait, ça risque vraiment d'accroître les inégalités et les tensions sociales. Et donc, du coup, en termes de conséquences politiques, comme on sera dans une situation d'incertitude et de déclin perçu, il y a des chances que des partis autoritaires avec des solutions simples, des boucs émissaires, puissent se mettre à émerger. Et en termes de conséquences géopolitiques, ça risque de faire comme l'Irak en 2003, risque de guerre sur les ressources pour récupérer du pétrole et des ressources énergétiques, surtout de la part de pays dont vraiment l'essentiel de l'esprit est constitué sur l'esprit de croissance économique comme les États-Unis. Donc là, bon, c'est donc a priori pas mal de mauvaises nouvelles parce que pareil, c'est mais qui me semble relativement inévitable en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un système vraiment. En gros, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'une pyramide de Ponzi redescende gentiment sans se casser la figure. C'est très très difficile, mais c'est à peu près la question. Par contre, les sociétés en fait vont essayer de réagir face à ça et elles peuvent réagir de beaucoup de manières différentes. Elles peuvent
réagir, donc certes de manière pas terrible, en comment dire, en restant à peu près dans la dynamique actuelle, avec quand même un accroissement des inégalités, mais du coup, ce qui fait que les plus pauvres vont avoir de plus en plus de problèmes. Par contre, elles peuvent réagir d'autres manières, par exemple, une nationalisation des marchés financiers pour empêcher que l'économie se casse trop la figure, ou, comme j'ai mentionné, un rationnement. Et un exemple intéressant, alors, ce qui s'est passé lors de l'effondrement de l'URSS en 1991, c'est que il y a Cuba et la Corée du Nord qui dépendaient vraiment énormément de l'URSS en termes de pétrole et qui du coup se retrouvaient avec la moitié de pétrole en moins en genre sur quelques années et du coup qui ont réagi de manière totalement différente. Donc la Corée du Nord, bon, évidemment, ça s'est mal passé. Parce que du coup, il y a eu de moins en moins d'énergie pour l'irrigation, pour la nourriture, pour la production agricole. Et le gouvernement, donc, qui est assez autoritaire, évidemment, a mal géré la situation et du coup pris un comportement assez bureaucratique, ce qui fait que les champs ont été relativement mal répartis, les ressources agricoles n'ont pas bien été gérées. Ça fait une famine qui a causé des centaines de milliers de morts. Bon, du coup, ça n'avait pas très bien passé. En plus, ils ont un climat qui est pas très bien. Par contre, Cuba, en revanche, ça s'est pas passé de manière pareille. Donc, au début, le choc a été mal vécu, évidemment, parce que c'était quelque chose de difficile. Voilà, ça fait que immédiatement, en fait, il y avait beaucoup moins de confort matériel. La production de nourriture était beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu faim. C'était vraiment un crash. Sauf que du coup, ils sont vraiment posés en se disant bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait pour remédier à ça? Et il y a eu à la fois en fait une bonne réaction de la part de la population déjà qui vraiment a mis la main à la pâte, qui s'est mis à produire de la nourriture, voilà, à faire justement comment dire développer tout un ensemble d'agriculture biologique qui encore aujourd'hui fait qu'ils ont un des salaires les plus élevés pour les agriculteurs par rapport au reste de la population. Le fait justement de se baser sur plus déjà, le gouvernement a bien répondu aussi. Voilà, c'est vraiment un mix des deux, à savoir le gouvernement qui répond bien et les personnes qui répondent bien également. Le gouvernement qui a maintenu les services sociaux, qui est quelque chose de très important, qui a également fait en sorte de redistribuer les terres des grands propriétaires terriens, toutes les terres en fait, de les redistribuer pour que ce soit les petits exploitants, des coopératives qui se mettent en place pour pouvoir mettre tout ça en place et produire la nourriture. Voilà. Donc il a fallu quelques années pour réparer les dégâts de l'agriculture intensive et récupérer en termes de fertilité. Mais du coup, ça fait qu'ils ont réussi à récupérer à peu près de ça et ils ont été très créatifs, ils ont transformé la plupart des camions en espèces de bus ou taxis ou des choses comme ça. Le fait de passer sur des maisons qui sont, comme ils avaient beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins de béton, ce qui fait qu'il y a des maisons plus à taille, comment dire, raisonnable, qui plus à partir de bois, des choses comme ça. Et surtout, en fait, il y a cette citation que j'aime beaucoup. Le truc le plus important, c'est que c'était pas la technologie, c'était les relations humaines. C'était vraiment comment est-ce qu'ensemble on construit une société. Voilà. Parce qu'en fait, au final, tout le monde peut planter des arbres, tout le monde peut participer à récupérer de l'eau pluie. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est que les gens coopèrent et care, prennent soin en fait les uns des autres. Et c'est ça les facteurs principaux en fait qui comment dire qui indiquent comment une société en fait gère en cas de catastrophe. Voilà, c'est-à-dire qu'en cas de crise, de catastrophe, ce qui se passe, c'est que généralement les sociétés qui s'en sortent le mieux, c'est les sociétés qui coopèrent. Et ça, c'est vraiment, ça fait que, comment dire, les conséquences d'un déclin énergétique, ça dépend énormément de à quel point socialement, à quel point le tissu social en fait est fort, à quel point le tissu social se débrouille bien. Hop. Voilà, donc il y a des endroits par contre où ça va effectivement pas très bien se passer. Voilà, aux États-Unis par exemple, aux États-Unis le tissu social actuellement il fait grise mine, quoi. Il y a vraiment pas mal de problèmes, mais là encore, ça va dépendre beaucoup des sociétés. En Chine, par exemple, il y a de bonnes chances que ça se passe correctement parce qu'ils ont une forte culture de la coopération. Alors, hop. Donc maintenant, l'impact sur les causes associées à l'altruisme efficace d'un déclin énergétique.
En termes de long-termisme, en fait, voilà, le fait de visualiser le futur, je pense personnellement que s'attend à ce qu'on continue sur la trajectoire passée de croissance où l'économie, la population continue sur le long terme à faire des exponentielles. Je pense que ce n'est probablement pas réaliste. Parce que en fait, ça dépend d'énergie, de ressources finies. Les conditions des 200 dernières années avec de l'énergie facilement accessible et à bas prix ne sont tout simplement plus là. Et du coup, le fait d'atteindre les étoiles et de coloniser la galaxie, comme ça a été suggéré par certains, me semble un scénario hautement improbable et qui est probablement la raison pour laquelle on n'observe absolument aucune civilisation extraterrestre. Donc, ensuite, au sujet de l'intelligence artificielle, alors là, c'est très enfin, ça dépend vraiment des chiffres, c'est assez compliqué à calculer parce que personne n'est d'accord là-dessus. Enfin, s'il y a, il y a des estimations entre 2030 et 2070, il me semble. Mais du coup, il y a des chances qu'en fait, selon le scénario, s'il y a une forte rupture dans le système financier et dans la capacité d'investissement, ça puisse fortement réduire la probabilité d'apparition de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, si on était genre sur une dynamique, on regarde sur les 200 prochaines années, on continue sur la croissance énergétique, technologique pendant 200 ans, c'est très probable de ce que j'ai pu lire qu'une intelligence artificielle capable d'être vraiment menaçante émerge. Mais du coup, si on a une deadline parce que manque d'énergie, là, ça peut changer pas mal de choses. C'est également le cas sur d'autres causes altruistes efficaces. Le changement climatique, par exemple, les pires scénarios du GIEC qui sont à 5-6 degrés de réchauffement, où là c'est un aller direct pour l'extinction, on va dire. Enfin, franchement, je pense que c'est à peu près à ça. Du coup, ces scénarios sont assez improbables en fait, parce que il y a eu des géologues qui ont fait des estimations à partir des ressources vraiment dans le sol, et sans même prendre l'histoire d'un déclin rapide. Et en fait, ils disent qu'il y a plus de chances que le réchauffement soit entre 2 et 3 degrés selon les ressources présentes. Donc, c'est toujours problématique, c'est toujours un gros problème, mais c'est pas les vraiment pires scénarios où là, ça finissait en extinction. Et pareil, de la même manière, en fait, on aura tout simplement moins de pouvoir, moins de possibilités de détruire l'environnement, même s'il y a un fort risque de déforestation pour récupérer du bois. Voilà, il y a d'autres causes comme altruisme efficace où il faudra vraiment réorganiser, en fait, se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. En termes de pauvreté, par exemple, voilà, il y a certaines interventions qui potentiellement pourraient amener à une dépendance plus grande envers les énergies fossiles, tout simplement parce que énergie fossile égale l'économie, hein, franchement, j'ai envie de simplifier jusque-là. Et du coup, s'il y a plus d'urbanisation, s'il y a plus d'industrialisation, ça ferait une dépendance plus grande des populations à ça, et ça pourrait poser problème. Il y a certaines interventions efficaces comme par exemple la prévention d'astéroïdes ou la viande cellulaire, qui sont probablement trop gourmandes en énergie pour le futur, ce qui, là aussi c'est dommage, ils avaient du potentiel, mais bon, c'est dommage. Voilà. Par contre, la lutte contre la souffrance animale serait encore plus utile en fait, parce que la viande est quelque chose de très gourmand en énergie et qui détruit pas mal les écosystèmes. Donc là, ça, par contre, il y a moyen d'avoir un aliment ici. Alors, et il y a un point qui est peut-être plus controversé, mais c'est quelque chose que j'ai obtenu. Je pense que l'alternative, à savoir une source d'énergie infinie, ça empirerait globalement la situation. Ce qui est globalement pas une question qu'on se pose généralement quand on entend parler de problèmes énergétiques. Le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est on va faire genre plein de renouvelables, plein de nucléaire, jusqu'à ce que on continue la croissance économique, jusqu'à en avoir plein, la croissance énergétique aussi. Et je pense que personnellement, c'était pas nécessairement une bonne chose, tout simplement parce que vu en fait actuellement, on a beaucoup de pouvoir et on est très mauvais à gérer ce pouvoir. C'est genre au niveau environnemental, on est en train de dépasser des limites de absolument partout, y compris au niveau climatique. Voilà, si on avait une énergie fossile infinie, je pense que vu le degré de dépendance qu'on a à ces énergies fossiles, je vois pas du tout de limitation volontaire. Donc une énergie fossile infinie, pour moi, je pense que ça signifierait tout simplement le scénario à 5-6 degrés, donc vraiment très mauvaise nouvelle. Mais même sans ça, en fait, actuellement, il y a pas mal d'estimations sur les risques d'extinction qui sont assez élevés. Donc, ça va entre une chance sur 2 d'extinction à la fin du siècle ou une chance sur 6 d'après le précipice de Toby Ord. Et c'est extrêmement élevé. C'est vraiment la probabilité de roulette russe, en fait. Et du coup, je pense qu'en fait, avoir
comment dire, une civilisation industrielle où on a toujours plus de pouvoir, toujours plus de possibilités de faire plein de choses. Avoir une civilisation industrielle comme ça qui serait un peu discontinuée, qui repartirait vers quelque chose de plus simple où on a moins de pouvoir, en fait, ça réduirait notre risque d'extinction. Voilà, parce que si actuellement on est à une chance sur 6, une chance sur 2 d'extinction, imaginez même pas dans 100, 200 ans avec 4 fois plus d'énergie et encore moins de ressources naturelles. Donc, en fait, la plupart des choses dont on entend parler, ça risque juste de faire un délai, en fait, comment dire, parce que et un délai en fait serait pire parce que si jamais on délaie juste le problème pour 30 ans, c'est exactement ce qu'on a fait avec le pétrole de schiste là dans les années 2010. Voilà, on en a eu pour 10 ans de plus après le pic pétrolier conventionnel. Et est-ce qu'on en a profité pour anticiper, pour faire une transition énergétique, pour bien gérer notre pouvoir et tout? Non, absolument pas. On a continué dans les tendances précédentes et on a juste fait beaucoup plus de pollution dans l'intervalle. Voilà. Donc du coup, si on se retrouve avec une autre solution comme, je sais pas, par exemple, utiliser du charbon et du gaz pour alimenter des camions ou des choses comme ça, en fait, ça durerait juste quelques décennies et on aura un environnement encore plus dégradé par la destruction de la biodiversité et le changement climatique et on se retrouve avec le même problème. Voilà. Et Richard Heinberg, par exemple, semble indiquer que, donc ce bouquin est vraiment très bien, que nous sommes trop puissants en fait. Voilà, on a tellement de pouvoir d'énergie qu'on peut nous détruire accidentellement, ce qui est vraiment la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut faire ça. Et on a du mal vraiment à gérer en fait ce pouvoir. Donc, je pense personnellement qu'une diminution de notre quantité d'énergie, en fait, le problème, comment dire, l'idéal, ce serait qu'elle se fasse de manière gentille, avec rationnement, avec le fait on se débarrasse d'abord des trucs qui servent à rien, genre l'avion pour le tourisme ou les clubs de golf. Voilà, ça ce serait l'idéal. Mais du coup, ça va être un peu difficile de faire ça volontairement. Mais c'est de toute façon, je pense qu'on n'a pas trop le choix en fait. Du coup, après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est plus difficile et c'est plus spéculatif. Personnellement, je pense que convaincre les politiques d'anticiper sérieusement le problème, ça va être très compliqué parce que ça nécessite globalement moins d'énergie, ça nécessite globalement une décroissance. Évidemment, c'est invendable, absolument invendable. Les politiques sont basés sont élus sur le court terme, donc forcément, ils vont pas gérer un truc qui s'étend sur 10, 20, 30 ans. Et surtout, ils ont un pouvoir assez limité par la compétition internationale. Dès qu'ils font un truc, ça risque de générer du chômage et par les traités internationaux. Donc, bon, c'est un sursaut global niveau politique, ça va être difficile. Un sursaut global au niveau de la société civile, ça va aussi être très difficile, parce que déjà, la plupart des sources d'information sur le sujet, ça parle pas beaucoup d'énergie et ça en parle très mal. Et comment dire, et toujours lié sur le fait que voilà, on montre les sources d'énergie, regardez, c'est du renouvelable, c'est à 1-2% de l'énergie globale. On parle très peu de gaz naturel, par exemple. Enfin, maintenant, si. Et du coup, au niveau psychologique, c'est aussi très difficile d'anticiper là-dessus, parce que c'est un problème situé dans le futur, qui implique de faire des sacrifices dans le présent, et ça, évidemment, on a vraiment énormément de mal à faire ça. C'est quelque chose d'assez inimaginable, vu qu'on n'a jamais vu ça personnellement. Voilà, si on se base juste sur la vie quotidienne, bon, ça va, quoi. Sauf le prix du pétrole, sauf le prix de l'essence à 4 €. Et c'est un problème qui est sans réelle solution simple, en fait. Donc forcément, c'est assez décourageant, surtout que vraiment, c'est en contradiction globale avec nos valeurs dominantes de croissance, de progrès technologique, de liberté. Donc, on va probablement attendre des fortes conséquences négatives avant que le sujet soit pris à bras le corps. Donc, la question, c'est, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait du côté altruisme efficace? Alors, j'ai repéré plusieurs éléments. Donc là encore, un intérêt du poste, c'est justement repérer des meilleures choses là-dessus et voir si c'est cost-effectif ou pas, parce que voilà, c'est vraiment là, pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai pu trouver, quoi. Déjà, truc important, développer des sources de nourriture qui demandent moins d'énergie, parce que vraiment, la nourriture, c'est la priorité, c'est vraiment la base de n'importe quelle société. Donc, il y a AllFed, qui justement fait pas mal de recherches là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut nourrir la société en cas de grande catastrophe ou en cas de baisse de 10% du rendement agricole. C'est assez intéressant d'ailleurs. Et par exemple, pour les fertilisants, au lieu d'utiliser du gaz naturel, ils indiquent qu'en fait, on peut utiliser des panneaux solaires pour une faible surface du champ pour quand même générer des fertilisants, ce qui me semble personnellement assez incroyable. Voilà. Et ils mentionnent d'autres choses comme par exemple la culture d'algues qui peut grossir assez vite pour fournir de la nourriture. Et en fait, ils fournissent
il y a beaucoup de recherches qui peuvent se faire là-dedans pour faire les choses en fait vraiment avec moins d'énergie. Voilà, il mentionne par exemple le fait que les container ships, les grands bateaux qui transportent les conteneurs en fait, les porte-conteneurs, ils peuvent naviguer à 2 fois moins vite en fait et utiliser 2 fois moins d'essence, ce qui fait qu'il y a peut-être moyen d'avoir une marge là-dessus. Ils peuvent utiliser par exemple des voiles pour améliorer les trucs. Donc ça, c'est en fait son côté altruisme efficace et je pense qu'il y a vraiment des choses à récupérer de ce côté-là. Il y a plein d'autres choses que l'on peut faire. Il y a déjà trouver des moyens de préserver le savoir, tout le savoir qu'on a récupéré dans des formats qui peuvent durer sur le long terme, voilà, donc des formats plus durables que des disques durs. Il y a le fait de faire plus de recherches dans les techniques qui permettent de vivre avec moins d'énergie. Ce qu'on appelle par exemple les low-tech, donc qui visent à des technologies moins dépendantes des chaînes d'approvisionnement globales, donc plus résilientes, plus réparables, moins complexes, pas nécessairement plus simpliste. Ça demande vraiment pas mal de recherche et développement. Mais comment dire, par exemple, voilà, des fours solaires, par exemple, qui font que on n'a pas besoin de l'énergie d'un four. En fait, il fonctionne juste au soleil. Il faut juste s'adapter au fait que bon, quand il y a des nuages, il ne marche plus. Ensuite, il y a un autre truc important, c'est préserver les ressources agricoles et les terres au maximum. Voilà, et typiquement, maintenir le soutien à l'agriculture efficace à l'huile conteneur intensif me semble assez important parce que ça, c'est très très gourmand en énergie et très polluant. Il y a d'autres actions qui peuvent être au niveau politique. Alors, c'est plus difficile à estimer à quel point ça peut marcher, mais les politiques permettant de rendre les territoires plus résilients et autonomes sur les besoins de base. Voilà, parce qu'actuellement, on prend le territoire de Bordeaux, par exemple, et 98% de la nourriture produite sur le territoire bordelais, enfin la zone en circonférence, en fait, 90% de cette nourriture est exportée à l'extérieur, et 98% de la nourriture mangée à l'intérieur de Bordeaux, ça vient en dehors de la zone bordelaise. Donc ça fait que évidemment, dès qu'il y a un problème au niveau du prix des camions, des choses comme ça, ça pose un problème absolument immédiat. Donc il y a plusieurs choses à faire de ce côté-là. Il y a faire des stocks, évidemment. Il y a soutenir les lois en faveur de l'autonomie alimentaire. Et à plus petite échelle, s'il y a des sources d'énergie qu'on doit développer, c'est vraiment des choses qui sont quand même utilisables au niveau local. Donc tout ce qui est solaire, petit éolien, petit hydroélectrique, mais comment dire, voilà, mais s'adapter au fait que évidemment la plupart du temps c'est intermittent. Et ensuite, il y a au niveau des pratiques sociales, économiques, politiques, énormément de choses à développer, à réinventer, parce que en cas de crise, ce sera très important d'avoir des choses, des modèles qui sont beaucoup moins dépendants de la croissance. Voilà. Donc au niveau global, c'est pas certain qu'on puisse changer le capitalisme global. Enfin, il y a peu de chance. Par contre, au niveau local, il y a moyen quand même de faire des choses et ensuite qui peut justement se propager en fait. Voilà, s'il y a une initiative inspirante au niveau local, il y a les autres territoires d'à côté qui peuvent s'en inspirer. Au niveau national, si jamais la situation fait grise mine parce que crise économique, quelque chose comme ça, et qu'on voit que dans tel territoire ils ont mis en place telle initiative, par exemple une monnaie locale qui est déconnectée du système financier, voilà, ou des énergies renouvelables plus à petite échelle, là, ça peut être récupéré et utilisé derrière. Alors, on peut s'inspirer par exemple du mouvement des villes en transition. Et là encore, la cohésion sociale, en fait, c'est quelque chose de très important. Et surtout, en fait, il y a quelque chose d'assez important, c'est le fait de changer de vision du monde. Parce qu'actuellement, la vision du monde basée sur croissance infinie jusqu'à toujours, ça marche pas trop. Et il y a de plus en plus de personnes qui commencent vraiment à sentir les limites de ce récit, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez désillusionnées parce que voilà, l'idée de l'humanité qui progresse toujours, c'est comment dire, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes au niveau du futur. Donc, ça implique de développer des nouvelles visions du monde plus réalistes, basées sur des espoirs plus réalistes, qui serviront d'alternative au récit dominant. Quand le récit dominant, bon, on verra bien qu'il y a des problèmes. Donc déjà voilà, ça implique évidemment de remettre en question les parties les plus destructives du système actuel, voilà, tout ce qui est le plus destructeur, comme par exemple le charbon.
Voilà, parce qu'évidemment, une société durable devra se baser sur un environnement préservé, et ça implique de donner de la valeur vraiment à l'environnement, de la valeur en fait aux autres animaux, et aux écosystèmes en tant que tels. Ça implique de se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on gère les communs? De quoi on a réellement besoin? Parce que juste se dire, bon, on va produire du renouvelable, on va produire du nucléaire. Oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Quels sont nos besoins et pourquoi on va s'en servir en fait? Et quelque chose de très important pour la santé mentale, ce sera d'expliquer ce qui se passe en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des crises pourquoi est-ce qu'il y a des crises? Et ça permettra justement de faire sens de la situation actuelle, d'accepter le truc et ensuite de rebondir. Parce que évidemment, voilà, si si le futur est très différent de ce qu'on imagine, forcément, ce sera pas simple à gérer. Donc au niveau purement, là je me suis focalisé plus sur le niveau collectif, mais au niveau individuel, il y a quand même moyen de faire des choses. Déjà, numéro un, apprendre à être heureux avec moi, ce qui est le message en fait de la plupart des spiritualités. Voilà, ça remonte à Socrate, et même Denis Mido qui disait que en fait il y a deux manières d'être heureux dans la vie, soit avoir plus, soit vouloir moins. Et du coup, évidemment, comme avoir plus, c'est pas une option, il va s'agir de vouloir moins et de faire plus attention aux choses qu'on a déjà, de mieux les apprécier, de diminuer nos attentes globalement. Et personnellement, le truc le plus utile que j'ai trouvé pour ça, c'est vraiment la méditation en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai diminué mon niveau de vie, c'est-à-dire diminuer au final mon niveau de consommation et d'énergie à titre purement personnel, ça a en vrai augmenté mon bonheur parce que ça m'a permis de ralentir et de me focaliser sur les choses véritablement essentielles plutôt que le toujours plus qui marche pas du tout. Voilà, donc il y a plusieurs autres éléments à faire. Il y a développer un tissu social de qualité, parce que plus on a un réseau de gens autour de soi capables de coopérer, en fait, plus on est résilient. Et développer des compétences utiles, des compétences qui sont utiles pour le futur. Tout ce qui nous rend plus actifs, tout ce qui nous permet de mieux subvenir à nos besoins de base. Il y a beaucoup de personnes qui font des potagers et tout simplement aiment bien. Voilà, c'est tout simple. Ou ça peut être de la quenelle, ça peut être de la cueillette, ça peut être du bricolage, ça peut être plein de choses. Et tout ce qui réduit notre dépendance à des flux extérieurs en fait. Voilà, donc c'est juste satisfaire de ce qu'on a et en fait on regarde toutes les grandes spiritualités, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, ils avaient exactement ce message en fait. C'est vraiment en apprenant à satisfaire de ce qu'on a qu'on peut s'en sortir. C'est pour ça que je pense que sur le très long terme, après la période de transition qui va venir, je suis pas totalement certain que les futures générations en fait seront moins heureuses, parce que tout simplement, de nombreuses sociétés dans l'histoire, en fait, ne cherchaient pas la croissance matérielle. On a tendance à imaginer que c'est quelque chose de fondamentalement dans l'esprit humain, mais en fait, pas nécessairement. Il y a vraiment beaucoup de sociétés qui avaient l'opportunité d'avoir plus de nourriture, d'avoir plus de croissance, d'exploiter plus de choses, et qui l'ont pas du tout cherché, et qui basaient plutôt leurs valeurs sur un tissu social fort, sur des choses comme l'art, sur la beauté, que évolutivement, on est attiré par la beauté en fait. Donc là encore, ça nous satisfait. Sur la spiritualité, là encore, la recherche de sens et le fait de chercher des choses qui sont un peu au-delà en fait, au-delà de purement le matériel. Et c'est comme ça que la plupart des sociétés ont fonctionné. Et il y a de fortes chances que ce soit comme ça que ça parte aussi dans le futur. Et c'est Richard Lemberg qui parlait de Optimum Power Principle, le principe de pouvoir optimum, c'est-à-dire que le fait de c'est les sociétés qui maximisent leur pouvoir sur le long terme, sur le trop long terme, voilà, sans dépasser la capacité de leur écosystème, qui s'en sortent le mieux. Et je pense que du coup, dans le futur, en fait, l'avenir convient de très nombreuses possibilités. D'un côté, il y a les futurs qui sont véritablement sombres, très sombres, dans plein d'endroits possibles. Et de l'autre, il y a beaucoup de sociétés qui vont se recentrer sur l'essentiel, en fait. Il se peut même que ce soit un mix des deux. Voilà. Et effectivement, il y aura une sensation de perte au début. Il y aura effectivement des conséquences très négatives. Mais c'est quand on affronte des défis ensemble, en fait, que les humains sont vraiment au maximum. Voilà. Et donc ça, ce qui sera utile pour le futur, c'est vraiment des personnes capables de naviguer dans ces futurs-là, de s'adapter. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui est capable de vivre de manière plus simple, quand on aura moins d'énergie, clairement, on va se tourner vers cette personne. Et je pense que c'est là qu'on peut vraiment avoir une plus-value.
Donc, bon, c'est un sujet assez difficile. Évidemment, voilà, l'avenir est assez différent de ce qu'on avait en tête, mais personnellement, je pense que c'est vraiment anticiper ça qui permettra, dans l'esprit d'altruisme efficace, de sauver le plus de monde possible, en fait. Et ça me semble un objectif, à tout le moins, intéressant. Voilà. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, du coup, on peut. N'hésitez pas, en fait. Je suis là pour ça.